Bon après-midi à tous. Écoutez, on est très heureux de se retrouver pour le ISFAR 2022 et on a une session dédiée aux troubles cognitifs prolongés post-opératoires chez le sujet âgé. Donc j'ai la chance sur ce plateau d'avoir quatre personnalités de cette thématique. Donc on a Franck Verdonck qui travaille à Saint-Antoine, on a Stéphanie Sigaud qui travaille à Beaujon, Lionel Velli qui travaille à Marseille et Serge Moliex qui travaille à Saint-Étienne. Je fais un petit clin d'œil parce que ces quatre personnes connaissent bien Jean Mantz qui avait porté cette thématique il y a maintenant quelques années et on se retrouve en fait tous ensemble pour parler de ces sujets qui nous intéressent beaucoup. En fait, quand on reprend un peu de recul, les indicateurs de la qualité des soins périopératoires étaient énormément axés sur la mortalité et on avance progressivement sur des thématiques beaucoup plus qualitatives et entre autres sur le cognitif. Donc on aime à dire que 2022 c'est l'année de la médecine périopératoire cognitive et donc on a maintenant un champ devant nous pour travailler sur cette thématique. On va commencer par Franck qui va nous parler des définitions et de comment on comprend cette thématique du cognitif chez le malade opéré. Donc Franck, tu as quelques minutes pour aborder ce sujet-là. Merci Vincent, bonjour à tous. Donc le premier élément sur la cognition, c'est bien évidemment de comprendre de quoi on parle, sachant qu'il y a des définitions qui sont extrêmement claires actuellement pour définir les différents troubles cognitifs post-opératoires qui existent. Et vous allez voir qu'on va parler du délirium et des troubles cognitifs post-opératoires qui sont deux éléments à distinguer. Alors premier élément, le délirium. Le délirium, bien, c'est une définition qui est extrêmement claire, qui a été posé en 2015 dans le DSM-5, alors qui remonte, mais qui a été la dernière version, date de 2015, et est une définition qui est donc extrêmement claire, portée par les psychiatres, et qui associe, premièrement, un trouble de l'attention, c'est très important, donc qu'on peut définir comme une diminution de l'aptitude à diriger, concentrer ou maintenir son attention, qui est associé à un trouble de la conscience ou de la vigilance, donc qui consiste à une diminution de l'orientation dans l'environnement. Ce trouble doit se développer pour qu'il soit appelé délirium ou pour qu'on puisse diagnostiquer un délirium sur une courte période de temps, donc c'est-à-dire sur quelques heures à quelques jours, qui suivent un événement, on verra que c'est le point 5, et qui, avec une gravité, ou en tout cas avec un état qui varie au cours de la journée en termes de sévérité. Donc c'est un état dit fluctuant. Et puis, il doit être associé à ces deux éléments-là, un trouble supplémentaire de la cognition, donc un élément supplémentaire, une atteinte d'un des champs de la cognition, qui peut être la mémoire, l'orientation, le langage, le processing, le calcul, l'orientation visuo-spatiale. Et puis, les critères ne soient pas expliqués par un trouble neurocognitif préexistant. Et enfin, le dernier élément qui est quand même essentiel aussi, mais que nous aurons systématiquement dans le contexte périopératoire, c'est qu'il faut qu'il y ait une raison de développer un délirium, une raison physiologique de développer un délirium qui soit liée soit à une infection médicale, soit à une intoxication, soit à l'exposition, soit à des toxines, soit à des causes multiples. Donc il faut l'association de ces 5 critères pour parler de délirium, c'est extrêmement clair. Mais vous voyez qu'en réalité, dans le post-opératoire, c'est assez difficile de diagnostiquer un délirium parce qu'en particulier, tous les déliriums ne peuvent être hyperactifs, donc ne sont pas forcément visibles. Si on ne va pas chercher un trouble de la conscience, si on ne va pas chercher un trouble de l'attention, eh bien on peut passer à côté. C'est un élément clé, c'est qu'on passe très probablement à côté de la majorité des déliriums du fait que la majorité d'entre eux ne sont pas hyperactifs, donc ne sollicitent pas l'attention du personnel soignant. Et donc, là repose tout l'intérêt de l'utilisation d'échelles. Alors, l'échelle principale utilisée dans le contexte périopératoire, c'est la Confusion Assessment Method, la CAM ou CAM-ICU dans le contexte de la réanimation. Et cette échelle était quand même extrêmement simple, validée depuis un bon nombre d'années, et nécessite la validation, premièrement, d'un premier critère qui est, que vous voyez en haut à gauche, le changement aigu ou la fluctuation de l'état mental. C'est un premier élément que vous devez rechercher et qui, s'il est positif, permet de passer au deuxième élément qui est de rechercher l'inattention. Avec différentes manières de rechercher l'inattention, il y a des manières très simples. C'est juste de supposer que le patient, lorsqu'il entend une lettre, par exemple la lettre A, vous fasse un signe prouvant qu'il est capable de rester attentif à cette remarque. Et si ces deux premiers éléments sont validés, le troisième élément ou le quatrième élément, s'ils sont positifs, permettront de poser le diagnostic de délirium. Le troisième élément, c'est la recherche d'un niveau de conscience qui soit altéré, donc d'où la recherche en particulier du RAS. Et puis enfin, si celui-ci n'est pas positif, nous pouvons rechercher une pensée désorganisée, qui est le troisième élément potentiel permettant de diagnostiquer le délirium. Et donc vous avez une CAM-ICU positive si vous avez les deux ou le quatrième également positif. C'est l'échelle la mieux validée, c'est l'échelle la plus utilisée, c'est l'échelle avec le rapport de vraisemblance positif le plus
élevée. Il en existe d'autres, je vous cite la NUDESC en haut à droite, avec une sensibilité qui est très bonne, mais une spécificité qui est très faible, enfin, qui est en tout cas insatisfaisante, avec un rapport de vraisemblance à 5,2. L'importance dans toutes ces échelles, et c'est ce qui fait la qualité de ces échelles, c'est que le personnel doit être spécialement formé à son utilisation. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas formés spécifiquement à l'utilisation de la CAM, les diagnostics ne seront pas posés de manière qualitative. En réveil, on peut s'appuyer sur d'autres échelles, et en pédiatrie également. Alors quand le rechercher, parce que c'est également un élément important, eh bien, vous voyez ici à droite, dans cette étude qui a été publiée en 2020 sur des patients de chirurgie cardiaque triple pontée, eh bien 70%, donc on est même aux alentours de plus de 80% des patients vont présenter un délirium dans les 3 premiers jours post-opératoires, avec un pic à J2 post-opératoire. Attention, c'est de la chirurgie cardiaque, mais dans les autres chirurgies, nous avons également la même distribution, c'est-à-dire dans les 3 premiers jours post-opératoires, c'est là où est observée la plus grande incidence du délirium. Donc si à un moment on recherchait le délirium, salle de réveil évidemment, et les 3 premiers jours post-opératoires. Alors, maintenant qu'on sait comment la diagnostiquer cette pathologie, poser ce diagnostic, est-il fréquent? Eh bien, c'est très intéressant de voir lorsqu'on s'y intéresse, et ça c'est une méta-analyse de 2014 publiée par Inouye, qui reprend tous les essais cliniques entre 2004 et 2012. Il y a plus de 100 patients prospectifs qui s'intéressaient au délirium. Et lorsqu'on s'intéresse au délirium, en fait, on se rend compte qu'il est beaucoup plus présent que ce que vous imaginez. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde dans le contexte périopératoire, alors j'ai fait un petit focus sur la chirurgie non cardiaque orthopédique, parce que chirurgie cardiaque, en général, et les anesthésistes de cette spécialité, ils sont très sensibles, mais la chirurgie orthopédique, la chirurgie non cardiaque, même la chirurgie digestive majeure, on a jusqu'à 50% d'incidence de délirium. C'est donc, lorsqu'on s'y intéresse, un élément extrêmement important. Un patient sur 2 que vous pouvez voir et prendre en charge va développer un délirium, et je suis sûr que vous ne vous y attendez pas si on ne s'y intéresse pas. Et évidemment, la spécialité qui en a le plus, entre guillemets, ou en tout cas avec une incidence la plus élevée, c'est la réanimation, auquel également il est important de s'intéresser. Alors, quelles sont les conséquences? Maintenant qu'on sait que c'est fréquent, il y a également des études, des méta-analyses. Ici, une méta-analyse publiée dans JAMA en 2010 qui s'est intéressée aux conséquences associées au délirium. Et vous voyez qu'un des premiers éléments, c'est la mortalité. Ça multiplie par 2 la mortalité dans les 2 ans qui suivent le diagnostic de délirium. Donc il y a une association directe entre l'incidence du délirium et la mortalité. Donc vous voyez que c'est donc un élément qui est extrêmement important dans le pronostic. Et le lien, vous allez voir, est avec un autre outcome qui est également très important, qui est le lien avec la démence. Et c'est la première méta-analyse qui teste le lien entre délirium et démence au long cours. Donc démence dans les 3 années qui suivaient l'incidence du délirium ou le diagnostic de délirium. Vous voyez qu'il y a très peu d'études, mais un risque multiplié par 10 de démence suite au délirium. Et donc ceci m'emmène au deuxième élément que nous avons cité au tout début de la présentation, qui sont les troubles cognitifs post-opératoires, les post-operative neurocognitive disorders, encore, qui sont donc des troubles cognitifs considérés comme étant plutôt présents sur le long cours. Donc la définition a changé très récemment. En 2018, une définition qui a été validée, ou en tout cas publiée dans l'anesthésie en 2018, avec un certain nombre d'experts sur comment est-ce qu'on peut définir les troubles cognitifs post-opératoires, puisqu'il était important de les intégrer dans le champ des pathologies psychiatriques ou neurologiques, mais de manière très claire pour qu'on puisse associer la recherche, notre recherche périopératoire, à la recherche des neurologues et des psychiatres. Et donc cette définition est maintenant très claire. C'est les troubles cognitifs post-opératoires, les POND comme on les appelle, peuvent être définis soit modérés, soit majeurs en fonction du nombre, ou en tout cas de l'importance des troubles cognitifs, mais se définissent comme une atteinte cognitive, acquise évidemment, non développementale, et donc dans l'un des champs de la cognition. Et donc, à l'inverse du délirium qui apparaît dans les premières heures et les premiers jours post-opératoires, on peut définir les troubles cognitifs post-opératoires dans les jours qui suivent l'intervention, les semaines et les mois. C'est donc un trouble qui va persister dans le temps et qui n'a pas la même définition stricte que le délirium. Donc vous voyez que le délirium, ça peut être diagnostiqué, on dit jusqu'à J30, mais évidemment c'est dans les 3 premiers jours post-opératoires. Les troubles cognitifs, neurocognitifs post-opératoires sont soit appelés delayed, c'est-à-dire retardés lorsqu'ils sont observés entre la sortie de la salle de réveil et J30, mais en général on les recherche plutôt tardivement, c'est-à-dire à partir de la première semaine post-opératoire pour être sûr de ne pas être biaisé par le délirium. Et donc ceux-ci sont appelés retardés, puis nous avons les modérés ou majeurs, troubles cognitifs post-opératoires jusqu'à 12 mois après l'intervention. Et puis après les 12 mois après l'intervention, s'ils persistent, on appelle ça des troubles neurocognitifs tout court et ils rentrent dans le champ de la psychiatrie et de la neurologie.
Comment est-ce qu'on fait le diagnostic? C'est également assez important et c'est ce qui fait la difficulté du diagnostic des troubles cognitifs post-opératoires, c'est qu'il y a besoin de 2 tests. Un test avant la chirurgie et un test après la chirurgie. Le timing de après la chirurgie n'est pas clair, mais donc ce que je vous disais, c'est plutôt à partir de la première semaine post-opératoire. Différents tests existent. Ici, je vous donne des tests un peu généralistes qui officiellement ne sont pas utilisés pour poser le diagnostic de troubles cognitifs post-opératoires, mais qui peuvent aider. Le MoCA, la CO3, le QMCI, qui sont des tests qui se font extrêmement rapidement. Et puis, pour valider ce lien entre délirium et les troubles cognitifs post-opératoires, une étude très intéressante de chirurgie cardiaque, 2012, observationnelle, 225 patients de chirurgie orthocoronarienne. Vous voyez en gris les patients qui ont présenté un délirium et en ordonnée le MMS. Et vous voyez que le MMS décroît très largement chez les patients qui ont présenté un délirium en post-opératoire. Donc on peut considérer qu'il y a un lien entre les patients qui vont développer un délirium et les troubles cognitifs post-opératoires. Et ceci est validé par une méta-analyse de 2020 dans JAMA Neurology qui s'intéressait justement à toutes les études qui ont étudié le délirium et les troubles cognitifs post-opératoires juste à partir de 3 mois post-opératoires jusqu'à 1 an post-opératoire. Et vous voyez que le délirium multiplie par 2,5 le risque de développer des troubles cognitifs post-opératoires. Donc un réel lien, des facteurs de risque communs aussi, de revues très intéressantes. Et vous voyez que les facteurs de risque de délirium en haut, donc en particulier préopératoires, l'âge avancé, la démence, les hautes comorbidités, l'alcool, la dépression, ce sont des éléments qu'on va retrouver également comme étant des facteurs internes de risque de développer des troubles cognitifs post-opératoires. Et le type de chirurgie également est un élément important, parce que vous voyez que la chirurgie majeure abdominale, aortique, cardio-thoracique et d'urgence sont des facteurs de risque de délirium, mais également de troubles cognitifs post-opératoires. Ceci peut être, parce que nous avons une physiopathologie qui est commune, on peut l'imaginer, plusieurs données expérimentales et cliniques qui valident le fait que potentiellement différentes voies vont aboutir aux troubles cognitifs post-opératoires, qu'ils soient aigus comme le délirium ou chroniques. Ce sont les voies d'altération de la neurotransmission liées à la chirurgie, et en tout cas à l'activation des cellules présentatrices d'antigènes qui vont sécréter des cytokines et des alarmines, qui vont aller stimuler et la barrière mésencéphalique et directement potentiellement rentrer dans le cerveau et entraîner ces différentes pathologies. Donc l'altération de la neurotransmission avec un focus sur le déficit cholinergique, la neuroinflammation, l'activation des cellules microgliales, mais également l'hypoxie tissulaire. Tous ces éléments pouvant contribuer à une altération neurologique et donc à une symptomatologie à type de délirium ou trouble cognitif post-opératoire. Donc j'espère vous avoir convaincu qu'il y a un réel continuum probable, en tout cas, alors difficile de l'acter pour le moment, un réel continuum probable entre le délirium et les troubles cognitifs post-opératoires. Certains patients peuvent revenir vers la baseline à partir de la phase délirium, mais la majorité peuvent évoluer vers le trouble cognitif post-opératoire. Et nous pouvons considérer que le primum novum reste l'agression systémique de la chirurgie comme étant le facteur causal prédominant de la symptomatologie. Merci beaucoup Franck pour cette mise à plat des différentes définitions. C'est important parce qu'en fait délirium est un mot qui est apparu récemment finalement dans notre vocabulaire. Donc il faut bien le définir et savoir de quoi on parle et comment on va pouvoir intervenir. Donc j'ai bien aimé dans ta présentation que tu nous présentes l'échelle en français de la CAM-ICU qui a donc été développée par nos collègues de Toulouse. Donc c'est quand même important de la présenter en français telle qu'elle existe. Et de Montpellier, si je me suis trompé, excusez-moi. Moyennant quoi, je voulais te demander, est-ce que tu sais tu nous as dit qu'il fallait que les gens soient formés à cette échelle. Est-ce que tu sais si c'est une échelle qui doit être faite absolument par un médecin ou est-ce qu'on peut imaginer de la développer en utilisant donc, nos collègues paramédicaux et qui puissent eux aussi apprendre à l'utiliser et comme ça pouvoir étendre son utilisation? Alors, question extrêmement pertinente parce qu'évidemment, il faut du monde pour pouvoir rechercher le délirium si on veut le faire de manière systématique, donc il faut du personnel. Ces échelles ont été pour la majorité validées par des médecins, mais également pour les infirmières. Donc la sensibilité à la spécificité reste identique pour médecins et infirmières. Et alors on peut dire, mais les médecins et infirmières, ce ne sont pas les seuls personnels qui sont présents au lit du patient, parce qu'encore une fois, il faut quand même avoir une petite connaissance du patient pour pouvoir poser le diagnostic de délirium, puisqu'il faut avoir une connaissance de l'état basal du patient ou de son évolution au cours de la journée, en particulier donc pour le délirium. Le troisième type de personnel qui peut être également très utile dans la recherche du délirium, ce sont les aides-soignants. Il y a de nouvelles études actuellement en cours, alors il y en a une à la Pitié-Salpêtrière qui est très intéressante, qui montre que les aides-soignants ont la même capacité que les infirmières et que les médecins de pouvoir diagnostiquer un délirium s'ils sont formés à l'utilisation de l'échelle CAM avec un temps de réalisation qui est extrêmement faible puisque nous sommes en 2 minutes pour les médecins en moyenne versus 5 minutes pour les aides-soignants. Donc on voit que c'est quelque chose qui est probablement réalisable. Ok, bon bah super. On reprendra des questions donc, sur ces sujets-là, mais on va passer